Chunk One. En fait, j'estimerais ce livre à environ 40 000 $. Laissez-moi vous dire que vous avez de la chance. Vous avez probablement sauvé mon travail. Eh bien, vous pouvez me remercier avec du chocolat ou quelque chose comme ça. Rebecca Romney semblait être l'experte parfaite en livres rares dans Pawn Stars. Calme, intelligente et de confiance pour Rick Harrison lui-même. Mais en 2014, tout a changé. Un livre volé d'une valeur de 40 000 $ est apparu dans l'émission. Puis, le FBI est intervenu et a interrogé Rebecca sur la façon dont des livres volés se sont retrouvés à la télévision nationale. En janvier 2015, elle a disparu de l'émission sans explication. Pas d'au revoir, pas de déclaration officielle. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé derrière les caméras et pourquoi la vérité a été enterrée pendant si longtemps. Rebecca Romney est née le 6 avril 1945 dans la ville désertique et chaleureuse de Phoenix, en Arizona. À l'époque, rien dans sa vie ne laissait présager une carrière dans les livres rares ou les manuscrits à plusieurs millions de dollars. En fait, elle a un jour plaisanté en disant que les vieux livres étaient des reliques ennuyeuses pour les vieillards. Son rêve était de devenir philosophe ou peut-être traductrice. Elle aimait les langues, les idées et les conversations profondes, des choses qui n'avaient rien à voir avec le monde des enchères qu'elle allait un jour dominer. À 18 ans, elle est allée à l'université en pensant qu'elle passerait sa vie dans les salles de classe. À 22 ans, elle maîtrisait 5 langues et demie. L'anglais, le français, le japonais, le latin, le grec ancien et même un peu de vieil anglais. Elle a appris toute seule en étudiant 12 heures 10 heures par jour. Elle a un jour traduit un papyrus grec du 13e siècle avant Jassacé pour un examen universitaire et l'a réussi haut la main. Les professeurs étaient choqués et ses compétences l'aideraient plus tard à démasquer des faux qui auraient pu coûter des millions aux collectionneurs. Entre 2003 et 2007, elle a étudié la philosophie et les études classiques à l'université Brigham Young. Alors que ses camarades de classe choisissaient des spécialisations plus sûres, Rebecca était occupée à débattre du libre arbitre lors de séminaires de 4 heures et à décoder des textes anciens dans leur forme originale. Elle a suivi des cours supplémentaires, obtenu une moyenne pondérée parfaite et a obtenu son diplôme avec mention. Sa thèse portait sur la comparaison de fragments grecs du XIIe siècle de la République de Platon. Personne ne le savait à l'époque. Mais ce mélange étrange de philosophie et de langue ancienne la préparait à quelque chose d'incroyable. En 2007, juste après l'obtention de son diplôme, elle a commis une erreur qui a changé sa vie. Rebecca a postulé à ce qu'elle pensait être un poste de gestion de base chez Bowman Rare Books à Philadelphie. Mais lorsqu'elle est entrée dans la salle d'entrevue, elle s'est rendue compte qu'elle avait mal compris l'offre d'emploi. Chunk 2. Il s'agissait d'un poste de spécialiste des livres rares, ce dont elle ne connaissait rien. Elle a failli partir. Au lieu de cela, elle est restée, a admis qu'elle n'avait aucune expérience et a quand même obtenu le poste. Ses compétences linguistiques ont attiré leur attention et c'était suffisant. En quelques mois, elle manipulait des livres valant plus que la plupart des maisons. Un in-folio de Shakespeare de 1123, une page de la Bible de Gutenberg, les premières éditions des Principia Mathematica d'Isaac Newton. Elle a été plongée dans un monde où une seule erreur pouvait coûter une fortune. En 2010, à peine 3 ans plus tard, elle a été promue. Directrice de galerie à Las Vegas. Elle avait 26 ans. En 2013, à l'âge de 29 ans, elle est devenue la plus jeune directrice principale de l'histoire de l'entreprise. Ce rôle lui donnait le contrôle des catalogues, des enchères et des ventes de sommettes privées totalisant plus de 10 millions de dollars par an. L'un de ses clients a payé 300 000 $ pour un livre imprimé en 1472 et elle n'était pas seulement douée pour la vente, elle démasquait des faux que personne d'autre ne pouvait repérer. Rick Harrison n'a pas trouvé Rebecca Romney par le biais d'un appel de casting. Il la connaissait déjà. En 2007, elle a rejoint Bowman Rare Books lorsqu'ils ont ouvert un établissement à Las Vegas.
En 2010, elle dirigeait l'endroit. Rick dirigeait Gold and Silver Pawn depuis 1989. Et le monde des livres rares et des antiquités à Vegas n'était pas si grand. Leurs chemins se sont croisés lors d'événements locaux, par le biais de contacts mutuels et d'une obsession commune pour l'histoire. Ainsi, lorsque Rick a eu besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment le vieux papier, pas seulement les livres, mais aussi les documents, les signatures, l'écriture manuscrite, il n'a pas demandé au producteur de trouver un expert. Il a décroché le téléphone et l'a appelé. Cet appel a conduit à sa première apparition dans Pawn Stars en 2011. Non pas en tant que personnalité de la télévision engagée, mais en tant que personne à qui l'on faisait déjà confiance hors caméra. Leur amitié s'est développée après le tournage. Ils ont même eu des rendez-vous doubles. Et les fans n'avaient aucune idée que l'experte calme et intelligente en livres à l'écran n'était pas seulement un bon choix. Elle avait été choisie avec soin. Lorsqu'elle s'est présentée devant la caméra pour la première fois dans la saison 4, le 4 avril 2011, on lui a remis une pile de papiers datant de la guerre de Sécession. Parmi eux, il y avait une obligation confédérée de 1861 qui pourrait valoir 5 000 $ si elle s'était authentique. Chunk 3. Elle a examiné la texture du papier, l'encre et même la façon dont il avait été imprimé. En moins de 10 minutes, elle a démasqué une signature contrefaite qui a fait chuter la valeur de 10 000 $ à quelques centaines de dollars. Les téléspectateurs étaient rivés à l'écran. Elle parlait avec assurance, vérifiant discrètement les détails pendant que les caméras tournaient. À la fin de l'épisode, elle n'était plus seulement une autre experte invitée. Elle était la dame des livres et elle a volé la vedette. Les codes d'écoute ont augmenté de 15 %. À partir de ce moment, si le prêteur sur gage recevait quoi que ce soit en papier, livres, lettres, documents historiques, c'était Rebecca qui l'appelait. Entre 2011 et 2020, elle est apparue dans une trentaine d'épisodes, sa période la plus active se situant au cours des 4 premières années. Pendant cette période, elle a évalué tout, d'une réplique à 2 000 $ d'une lettre de Christophe Colomb de 1493 à une affiche originale de la Déclaration d'indépendance d'une valeur de 15 000 $. En 2013, elle a stupéfié tout le monde en authentifiant ce qui s'est avéré être des notes liées à Edgar Allan Poe, cachées à l'intérieur d'un manuscrit que l'on croyait sans valeur. Elle a même manipulé des papiers de traite négrière du 19e siècle et a expliqué comment attribuer une valeur à quelque chose de si profondément lié à la douleur et à l'histoire. En 2014, elle réalisait près des 3/4 des évaluations de documents de l'émission. Certains de ces appels étaient difficiles. Elle a un jour démystifié un faux in-folio de Shakespeare que quelqu'un croyait valoir 10 000 $. Ce n'était pas le cas. Ce qui la distinguait, ce n'était pas seulement ce qu'elle savait. C'était de la façon dont elle le transmettait. Rebecca n'a jamais élevé la voix. Elle n'a jamais semblé déconcertée. Elle pouvait lâcher une bombe comme révéler qu'un livre à 50 000 $ faisait partie d'un réseau de contrefaçon des années 1800 et avoir toujours l'air d'expliquer calmement ce qu'il y a au déjeuner. C'est devenu sa marque de fabrique. Alors que d'autres experts faisaient un spectacle de leur enthousiasme, elle gardait tout stable et clair. En 2012, Chumlee a failli perdre son emploi à cause d'un livre qu'il avait acheté sans rien vérifier. Il a payé 500 $ pour une copie signée de l'autobiographie de Charles Lindbergh en 1927, oui. Nous l'avons ensuite appelé Mark Lindbergh par erreur. Tout le monde dans le magasin pensait que c'était un faux. Rick a même dit que si la signature n'était pas vérifiée, le prochain jour de congé de Chumlee serait permanent. Rebecca Romney est intervenue à nouveau. Elle a sorti une copie vérifiée et a comparé la signature, soulignant comment Lindbergh avait changé son style d'autographe au fur et à mesure qu'il devenait plus célèbre. Il s'est avéré que c'était réel. Chunk 4. Elle l'a évalué à 1 500 $, soit le triple du prix que Chumlee avait payé. Non seulement c'était un bénéfice solide, mais cela a également évité à Chumlee d'être renvoyé. Une minuscule signature a transformé une quasi-catastrophe en l'une de ses rares victoires. Une autre fois,
quelqu'un est arrivé avec ce qui ressemblait à des obligations de la guerre d'indépendance, affirmant qu'elles valaient une fortune. Mais lorsque Rebecca a examiné de plus près, la vérité était bien plus étrange. Ce n'étaient pas des obligations de la guerre d'indépendance, mais des obligations confédérées, et elles n'étaient pas ça sans particulièrement rares. Elles étaient manquantes. Ces documents avaient disparu après la fin de la guerre de sécession en 1865. Ils étaient liés à des biens volés du Sud qui ont été chargés à bord de l'USS République, un navire qui a coulé dans un ouragan la même année. L'épave a été découverte en 2003 et en 2005, une partie de son contenu corrodé avait été récupérée. Ces obligations faisaient partie de cette histoire, valant potentiellement 50 000 $, mais elles étaient également assorties de bagages juridiques. La vente d'articles volés pourrait entraîner le magasin devant les tribunaux. La police est intervenue. Les recherches minutieuses de Rebecca ont empêché le magasin d'acheter quelque chose qui aurait pu se transformer en un procès, prouvant que parfois l'histoire a des conséquences. Puis il y a eu le moment où quelqu'un a pensé avoir touché le jackpot avec un premier in-folio de Shakespeare datant de 1123. Les vraies copies de ce livre se sont vendues pour des millions. L'une d'entre elles a même atteint 9,8 millions de $ en 2020. La copie du vendeur avait l'air impressionnante, mais lorsque Rebecca l'a examinée, les défauts ont commencé à apparaître. Le papier n'avait pas vieilli correctement, l'encre avait l'air trop propre et il manquait de minuscules défauts que les vrais livres vieux de 400 ans ont toujours. Elle pensait que c'était un faux, peut-être inspiré par le soi-disant faux In-Folio de 1619, une collection trompeuse réalisée par William Jaggard et Thomas Pavier. Même ceux-ci sont précieux, mais celui-ci n'était pas proche. Si Rick l'avait acheté, le magasin aurait pu perdre des milliers de dollars. Son regard aiguisé les a sauvés de l'une des erreurs les plus coûteuses de l'histoire de Pawn Stars. Mais parfois, les articles étaient aussi réels qu'ils pouvaient l'être et tout aussi puissants. C'est ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a apporté une première édition de l'origine des espèces de Charles Darwin. Le livre est sorti le 24 novembre 1869 et s'est vendu dès le premier jour. Seuls 250 exemplaires ont été imprimés. Rebecca a jeté un coup d'œil à la reliure en tissu vert, aux diagrammes et aux publicités, datées de juin 1859, et elle a su qu'il était authentique. Chunk 5. Elle l'a évalué à 75 000 $. L'impact du livre de Darwin ne saurait être surestimé. Il a remodelé la science et la religion pour toujours. Même Copernic et Newton n'avaient pas causé un tel choc. Certaines copies, en particulier celles contenant les notes personnelles de Darwin, se sont vendues pour plus de 500 000 $. Les éditions ultérieures ne sont pas aussi précieuses. Par exemple, la deuxième édition de 1862, dans laquelle Darwin a supprimé son étrange histoire d'ours-baleine, ne vaut qu'environ 900 $. Mais cette première impression a tout changé. Et celle-ci, qui se trouvait dans le magasin, était le genre de trouvaille dont la plupart des collectionneurs rêvent. Entre 2011 et 2015, elle est devenue une favorite des fans, surtout après avoir évalué une première édition de Frankenstein dans un épisode qui a enflammé les forums en ligne. Ce livre valait 20 000 $, tout comme la réaction qu'il a déclenchée. Les gens ont commencé à l'appeler la souffleuse de livres, et elle a rapidement gagné des dizaines de milliers de followers. Les téléspectateurs ont supplié les producteurs de lui donner plus de temps d'écran. Certains ont même demandé une émission dérivée. Mais tout n'était pas parfait en coulisses. En 2014, un épisode de Pawn Stars a été diffusé, ce qui a discrètement déclenché l'une des rumeurs les plus étranges et les plus troublantes de l'émission. Un homme est entré dans le prêteur sur gage Gold and Silver en affirmant avoir une édition rare de 1841 du livre de Mormon. Rebecca Romney, l'experte en livres rares de l'émission, l'a examiné attentivement et a estimé sa valeur à 40 000 $, mais le vendeur en voulait 100 000 $.
Après quelques allers et retours, Rick Harrison a réussi à l'acheter pour seulement 24 000 $. En apparence, cela ressemblait à une autre bonne affaire pour le magasin. Mais ensuite, les choses ont commencé à s'effondrer. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le livre avait été volé à la bibliothèque Marriott de l'Université de l'Utah. Peu de temps après la diffusion de l'épisode, des agents fédéraux seraient intervenus. Le FBI, selon ces rumeurs, a saisi le livre et a quitté le prêteur sur gage sans rien. Il n'y a jamais eu de déclaration officielle et aucune accusation n'a été rendue publique. Mais l'histoire a pris de l'ampleur grâce aux fils Reddit et aux vidéos YouTube. Fin 2014, à peu près au moment où le FBI aurait été impliqué, Rebecca Romney aurait été interrogée par des agents fédéraux. Selon ces rumeurs, les agents voulaient savoir comment des livres historiques volés pouvaient se retrouver à la télévision nationale sans déclencher d'alarme. Ce n'était pas un cas isolé. En 2015, le FBI avait déjà rendu des livres volés à la Bibliothèque nationale de Suède. Plus tôt en 2005 et 2006, ils avaient arrêté Forbes Smiley, qui avait volé des millions de dollars de cartes rares. Chunk 6. Romney n'a jamais été accusé d'actes répréhensibles, mais certains pensent que l'interrogatoire l'a profondément affecté. Elle était devenue connue pour évaluer avec confiance des livres valant des milliers de dollars. Maintenant, son jugement était sous un voile. Puis est arrivé le 10 janvier 2015. Rebecca Romney est apparue dans ce qui allait être son dernier épisode de Pawn Stars, où elle a évalué un livre de pirates de 1634. Elle a dit qu'il valait 1000 $, mais Rick, comme toujours, a négocié le prix à 400 $. Et juste comme ça, elle était partie. Après 4 ans dans l'émission et 19 épisodes, il n'y a pas eu de revoir. The History Channel n'a pas expliqué son absence. Les forums ont explosé de questions. Avait-elle été renvoyée? Était-ce lié au scandale? Certains croyaient même qu'elle était partie après une tragédie personnelle. D'autres ont pointé du doigt les critiques croissantes de l'émission, les accusations d'évaluation truquée, de transactions mises en scène et de conflits en coulisses. Mais les fans ont remarqué quelque chose d'étrange. Même si elle a disparu de l'émission, Rebecca Romney n'a jamais supprimé Pawn Stars de son LinkedIn. À ce jour, elle se présente toujours comme leur experte en livres rares de 2011 à aujourd'hui. Certains pensent que c'est juste du marketing. D'autres pensent que cela pourrait faire partie d'un accord de non-divulgation. Quoi qu'il en soit, cela la maintient liée à une émission dans laquelle elle n'est pas apparue régulièrement depuis des années. En 2016, elle a déménagé à Philadelphie. Officiellement, c'était pour une promotion. Elle a laissé derrière elle la galerie de Las Vegas et est devenue directrice principale chez Bowman Rare Books, s'occupant des acquisitions de bibliothèques et des catalogues. Elle a ensuite travaillé à Brooklyn et s'est finalement installée à Washington, D.C., où elle a cofondé une nouvelle société de livres rares. Donc, oui, il y avait une explication parfaitement raisonnable à son départ, mais le moment choisi a quand même soulevé des sourcils. Pourquoi le déménagement est-il survenu quelques mois seulement après le scandale du livre de Mormon? Était-ce vraiment juste une progression de carrière ou se passait-il autre chose à huis clos? En 2022, les fans ont eu un bref aperçu d'elle à nouveau. Dans un épisode spécial de Pawn Stars Do America, elle a rejoint l'équipe à Washington, D.C. et a évalué un autre livre de pirates. Sa chimie avec l'équipe n'avait pas changé. Chunk 7. Elle a taquiné Chumley. Elle a plaisanté avec Corey, mais cela n'a fait que rendre sa longue disparition plus déroutante. En 2016, Rebecca Romney a épousé un homme qui partageait son amour des livres, J.P. Romney, un auteur et chercheur en histoire. Ce qui rendait l'histoire encore plus inhabituelle, c'est que J.P. avait des liens familiaux avec l'un des plus grands noms de la politique américaine. Il était apparenté de loin à Mitt Romney, l'homme qui s'est présenté à la présidence en 2012 et a recueilli près de la moitié des voix du pays. Grâce à ce mariage, Rebecca s'est retrouvée vaguement liée à une dynastie qui comprenait l'ancien gouverneur du Michigan, George Romney, qui a occupé le poste de 1963 à 1969. Mais malgré tous ces liens,
Elle n'a jamais rencontré Mitt Romney. Le lien était réel, mais distant, plus un nom qu'une relation. À l'époque, sa célébrité de Pawn Stars était encore fraîche. Elle avait participé à l'émission de 2011 à 2015, évaluant même une fois une carte rare de 1507 d'une valeur d'1 million de dollars. Mais en 2023, le mariage était terminé. JP était maintenant son ex-mari, et les fans ont commencé à spéculer si la politique avait déjà joué un rôle dans son parcours. Rebecca, cependant, a insisté sur le fait que son chemin dans le monde des livres rares était entièrement le sien. L'année après son mariage, elle et JP ont coécrit un livre qui a pris tout le monde par surprise. Printer's Error, Irreverent Stories from Book History a été publié le 14 mars 2017. Ce n'était pas seulement une lecture légère à travers 368 pages. Le livre a révélé des moments étranges et oubliés de l'histoire de l'impression. Des histoires sur des copies contrefaites de l'œuvre de Galilée, la guerre de Charles Dickens pour le droit d'auteur dans les années 1840, et même le mystère derrière la Bible de Gutenberg, imprimée en Piltrer 155, qui n'a jamais mentionné Gutenberg par son nom. Seuls 48 exemplaires de cette Bible existent encore, chacun valant des dizaines de millions. Le livre a mélangé l'expertise du monde réel de Rebecca avec la narration de JP, et cela a fonctionné. Les critiques l'ont salué, les ventes ont été fortes, et cela lui a donné quelque chose que peu de stars de la télé-réalité parviennent à obtenir, une voix respectée au-delà de l'écran. La même année, on se souvenait encore de Rebecca pour son évaluation de 2013 dans Pawn Stars d'un in-folio de Shakespeare à 100 000 $. Et JP venait de publier son propre roman « The Monster on the Road is Me ». Ensemble, le projet a marqué un sommet créatif, mais c'est aussi devenu l'une de leurs dernières collaborations publiques. Malgré la curiosité du public autour de son mariage et de ses retombées politiques, Rebecca a tracé une ligne ferme. Elle ne parle presque jamais du nom de Romney. Dans une interview de 2023, elle a dit clairement qu'elle n'avait même jamais rencontré Mitt. La distance, tant personnelle que professionnelle, ne pourrait être plus claire. Elle a 2 enfants, mais aucun nom, ni âge, n'est public. Et bien qu'elle conserve le nom de Romney professionnellement, les fans ont remarqué à quel point elle est peu disposée à en parler. Dans une Q&A avec les fans, elle a balayé les questions sur la célébrité et les relations. La seule fois où sa vie personnelle est apparue, c'est lors de la sortie de Printer's Error. Et même alors, il s'agissait du travail, pas du mariage. Chunk, 8. Elle a ensuite dirigé une anthologie de science-fiction intitulée Projection en 2020 et s'est assurée que les projecteurs restaient braqués sur les histoires, pas sur elle. Certains pensent que le silence est un moyen d'éviter les bagages politiques, en particulier dans un monde où les livres rares peuvent même la mettre en contact avec des collectionneurs de tous les horizons. Rebecca Romney n'a pas seulement quitté la télé-réalité, elle l'a quittée avec un plan. En 2019, après des années dans Pawn Stars, elle a cofondé une entreprise de livres rares appelée Type Punch Matrix à Silver Spring, dans le Maryland. Ce n'était pas juste une jolie boutique d'antiquités nichée dans un coin. C'était une déclaration. Aux côtés de son partenaire, Brian Cassidy, elle a bâti une entreprise qui a brisé tous les moules dans le monde des antiquaires. Leur inventaire n'était pas seulement cher, il était audacieux. Des in-folios de Shakespeare, des feuilles de la Bible de Gutenberg et des titres qui n'étaient pas seulement rares, mais radicaux. En un an, ils vendaient à des clients d'élite, déplaçant des pièces valant des centaines de milliers, voire des millions. Et dans un domaine principalement dirigé par des hommes plus âgés, Rebecca s'est démarquée, pointue, vocale, et n'ayant pas peur de remettre en question les règles. Mais sa rébellion a commencé avant cela. En 2017, elle et Heather O'Donnell ont créé le Honey and Wax Book Collecting Prize. $1,000 chaque année à des femmes de moins de 30 ans qui avaient réuni les collections de livres les plus originales et les plus surprenantes. Ils ne se souciaient pas du prix des livres. Ils se souciaient de ce qu'ils représentaient. Un tatoueur a gagné en 2023 avec des œuvres botaniques hybrides. Une analyste de la Sécurité nationale a gagné en 2024 avec un ensemble à thème militaire.
Rebecca avait remarqué quelque chose de troublant. Les femmes étaient passionnées par la collection, mais hésitaient à se qualifier de collectionneuses. Ce prix a changé cela. Soutenu par Biblio et Christie's, il leur a donné de la visibilité, de la confiance et une véritable place dans le monde du livre rare. En 2025, il avait honoré 9 femmes et en avait inspiré d'innombrables autres. La même année, quelque chose d'autre a changé. Rebecca a publié Jane Austen's Bookshelf le 18 février 2025. Ce n'était pas seulement un livre, c'était une bombe littéraire. Il a dénoncé ce qu'elle appelait le grand oubli, la façon dont les femmes écrivains qui ont façonné le monde d'Austen ont été effacées de l'histoire. Frances Burney, Anne Radcliffe, Charlotte Smith. Chunk 9. Ces femmes étaient autrefois des noms à succès, avec des tirages de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, la plupart de leurs œuvres sont épuisées. Rebecca a creusé profondément, révélant que seulement 10 à 15 % des romans du 18e siècle écrits par des femmes survivent aujourd'hui, contre 40 % pour les hommes. Elle n'a pas seulement nommé le problème. Elle a montré la preuve livre par livre, nombre par nombre, et les lecteurs ont écouté. Le New York Times l'a qualifiée de pointue et intrépide. Le Washington Post a dit que c'était passionnant. Le Guardian l'a qualifié d'instinctif et d'électrique. En quelques semaines seulement, il s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Et ce qui a le plus choqué les gens. Rebecca a admis qu'elle n'avait pas entendu parler de la plupart des femmes sur lesquelles elle écrivait, ni pendant ses études, ni même pendant son séjour en tant que marchande de livres rares. Elle avait lu The Men, Richardson, Fielding, mais elle n'avait jamais lu Charlotte Lennox ou Maria Edgeworth, même si Austen l'avait fait. Cette réalisation l'a durement frappée. Toute son éducation avait tranquillement effacé ses voix. Et si quelqu'un comme elle ne l'avait pas vue, combien d'autres l'avaient manqué aussi? Alors, elle a commencé à collectionner. En 2015, elle a commencé à chercher des éditions originales des femmes qui ont façonné Austen. Eveina, de Frances Burney, de 1778, The Mysteries of Udolpho, de Radcliffe, de 1784, Emmeline de Charlotte Smith, de 1798. Celles-ci n'étaient pas faciles à trouver. Beaucoup ont été perdus ou rejetés comme sentimentaux ou frivoles parce qu'ils ont été écrits par des femmes. Elle s'est rendue à des ventes aux enchères, a fouillé des successions et a une fois combattu des enchérisseurs pour une copie de 1569 de The Female Quichotte de Charlotte Lennox. En 2025, sa collection avait atteint plus de 50 livres rares, chacun étant une résurrection. Elle ne s'est pas arrêtée à la collection. Elle a utilisé ses livres comme preuve. Elle a suivi le nombre d'exemplaires imprimés, le nombre d'exemplaires survivants, la façon dont les critiques les ont traités. Elle a constaté que les livres de femmes étaient beaucoup moins susceptibles d'être conservés, réimprimés ou enseignés dans les écoles. Même si Radcliffe a aidé à inspirer Poe, Shelley et toute la tradition gothique, son œuvre a été laissée de côté du canon. Frances Burney a vendu 3000 exemplaires au 18e siècle, mais a disparu en 1850. Et la poésie de Charlotte Smith a aidé à façonner la carrière de Was Worth. Pourtant, elle s'est effacée dans un silence quasi total. Chunk 10. Rebecca a utilisé ces schémas pour montrer comment le sexisme n'était pas seulement dans les critiques. Il était intégré à la survie de la littérature elle-même. L'histoire de Rebecca Romney ne commence pas dans une vieille Biblée de Summer's bibliothèque. Elle commence sous les néons d'un prêteur sur gage de Las Vegas, où elle est apparue pour la première fois en tant qu'experte en livres rares à la télévision. Mais d'une manière ou d'une autre, ce début improbable l'a emmenée dans les salles les plus exclusives de la bibliophilie américaine. L'une d'entre elles est le Grolier Club à New York. Fondée en 1844, c'est la société de collectionneurs de livres la plus ancienne et la plus élitiste du pays. Seules 825 personnes dans le monde peuvent se dire membres. Et pourtant, en mai 2025, Rebecca y sera pour donner une conférence intitulée Jane Austen's Bookshelf
Collecting as Investigation. Cette conférence a commencé avec un seul moment en 2023 lorsqu'elle est tombée sur une édition victorienne d'Eveina de Francis Berney. Ce livre a tout changé. Il l'a conduite sur un chemin de découverte des femmes qui ont autrefois inspiré Austen, mais ont été pour la plupart effacées du canon. Elle ne se contente pas de raconter l'histoire littéraire, elle la réécrit activement. Depuis 2015, elle est également un pilier des Antiquarian Book Seminars. Chaque année, plus d'une centaine d'aspirants marchands de livres rares se réunissent pour apprendre d'elle. Elle leur dit les vérités que la plupart n'entendent jamais, que le monde du livre rare n'est pas toujours pur. Elle parle ouvertement des faux de Thomas J. Wise dans les années 1930, un scandale impliquant plus de 50 fausses premières éditions qui ont trompé les experts pendant des décennies. Elle montre comment collectionner n'est pas seulement posséder, c'est découvrir. Ces leçons vont plus loin que la valeur marchande. Elles ont révélé les empreintes digitales cachées d'auteurs oubliés par l'histoire. L'une de ces auteurs était Berney, dont le roman de 1778 s'est vendu à 500 exemplaires lors de son premier tirage et a contribué à jeter les bases d'orgueil et préjugés. Le travail de Rebecca est la raison pour laquelle les gens commencent à le reconnaître. Elle change également la façon dont les livres rares sont authentifiés. En 2019, elle a cofondé Type Punch Matrix, mais ce n'était pas juste une autre entreprise de livres. En 2023, elle utilisait l'IA et la blockchain pour authentifier la providence avec un cas test impliquant un manuscrit de Sylvia Plath à 50 000 $. Le logiciel pouvait retracer la propriété jusqu'en 1956. Ce saut n'était pas accidentel. Il est né des fraudes révélées dans son livre de 2017, Printer's Error, qui a plongé dans l'histoire des livres contrefaits, comme les fausses PCFTS Bible de Gutenberg des années 1840. En 2022, elle travaillait avec des entreprises technologiques pour construire des outils dont la plupart des collectionneurs ne pouvaient que rêver. Chunk 11. Ceux-ci comprenaient des scanners d'encre spectrale qui peuvent détecter les faux avec une précision de 95 %, des choses que même l'œil humain manquerait. En 2024, l'un de ces outils a découvert une fausse lettre de Christophe Colomb datant de 1493 et elle n'a pas gardé ces outils enfermés. Elle les a apportés dans ses séminaires. Plus de 200 marchands ont appris à les utiliser au cours de la dernière année seulement. Des techniques autrefois confinées à la Smithsonian étaient soudainement entre les mains de tout le monde. Elle a même commencé à travailler sur des simulations VR qui permettent aux gens de manipuler des livres rares numériquement sans jamais toucher à la réalité. Ce n'est pas seulement de la préservation, c'est de la transformation. Mais son ambition ne s'est pas arrêtée là. En 2025, elle est en Type Punch Matrix au Conseil au musée. D'une humble start-up à 100 000 $ en 2019, l'entreprise a maintenant évalué plus de 1000 articles rares d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. L'un d'eux était un manuscrit du 16e siècle, présenté à la Boston Book Fair en 2023. Un autre était une vente fulgurante en 2022, lorsqu'elle a aidé la Lilly Library à acquérir 2000 romans d'amour pour 250 000 $ en seulement 16 heures. Un record dans le domaine. Ce ne sont pas seulement des victoires commerciales, ce sont des déclarations. Son conseil se concentre maintenant sur l'introduction de voix négligées dans les collections institutionnelles. En 2024, elle a aidé à organiser une exposition mettant en lumière les écrivains noirs du 18e siècle. Son équipe à Silver Spring, dans le Maryland, comprend maintenant 10 personnes. Si son modèle de conseil réussit, il pourrait rapporter 2 millions de $ par an grâce au partenariat avec les musées seulement.